Le journal de 13h sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Les titres sommaires de cette édition. Le chef de l'État est de retour en Côte d'Ivoire après un séjour privé en France. Parti d'Abidjan le 19 juin dernier, il a pris part à Accra au 59e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Alassane Ouattara a reçu à son arrivée les honneurs militaires. Les estimations sur les dépenses de l'État sur la période 2022-2024, le document de programmation budgétaire a été présenté à l'Assemblée nationale. Cette programmation prévoit une croissance de 15,1%. Le budget en 2021 de l'État pourrait ainsi s'établir à 9 607,4 milliards de francs CFA et grimper à un peu plus de 11 000 milliards en 2024. Et remaniement ministériel au Burkina Faso, les ministres de la Défense et de la Sécurité limogés hier, une réorganisation de l'appareil gouvernemental après les manifestations contre les violences djihadistes. Le président Kaboré avait promis dimanche dernier des mesures pour faire face à ces attaques. Bienvenue dans ce 13h. Ce journal est traduit en langue des signes. Démarrons par ce retour du président de la République à Abidjan après un séjour privé en France. Avant cela, Alassane Ouattara s'était rendu le 19 juin dernier à Accra, au Ghana, où il avait pris part au 59e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Accompagné de son épouse, le chef de l'État a reçu les honneurs militaires, suivant le récit de cet accueil avec Viviane Aïma. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce mercredi 30 juin. L'avion présidentiel s'est posé à 17h GMT à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est le samedi 19 juin dernier que le chef de l'État ivoirien avait quitté Abidjan pour prendre part au 59e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Accra. Le président de la République s'est rendu ensuite en France pour un séjour privé. Ce mercredi 30 juin, le président de la République est de retour, arrivé accompagné de son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Il a été accueilli par le Premier ministre Patrick Achi, le secrétaire général de la présidence de la République, Aboudraman Cissé, et quelques membres du gouvernement. À l'accueil également, les grands commandements militaires. Le président de la République a reçu les honneurs militaires exécutés par des troupes d'honneur. Le chef de l'État est de retour pour poursuivre l'immense chantier de développement de la Côte d'Ivoire qu'il a lancé. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, des poursuites judiciaires engagées contre des exploitants d'enfants. Le tribunal de Bouna a condamné à 10 personnes à 10 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de francs CFA chacun, selon le substitut résident près la section du tribunal de Beaunois. Ce procès confirme une fois de plus l'implication de l'appareil judiciaire dans la vaste lutte menée contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Le récit de l'audience avec Mahama Traoré. Le 27 avril et le 26 mai dernier, le poste de contrôle mixte de Doropo intercepte 31 enfants en partance pour les régions forestières du pays. Les investigations vont conduire à l'arrestation d'une trentaine de personnes. Ce mercredi, elles ont comparu devant la section de tribunal de Bouna pour des faits de violation de l'état d'urgence, mise en danger d'autrui, trafic illicite de migrants, traite des personnes et traite des enfants. Reconnus coupables des 3 derniers délits, 10 des prévenus ont été condamnés à une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 5 millions de francs CFA chacun. Une décision que ne partage pas la défense. Il faut assurer l'entrée de quelqu'un, il faut l'amener à traverser la frontière. Mes clients ont été retrouvés à leur gare routière à Doropo, qui est en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais assuré l'entrée des gens sur le territoire. C'est un exemple parmi tant d'incongruités. Il y a des gens qui font du trafic de personnes, il y a des systèmes qui sont en place, ils peuvent les démanteler, n'est-ce pas? L'accusation, conduite par le substitut résident près la section de tribunal de Bouna, qualifie plutôt ce jugement d'exemplaire au regard de l'enjeu que représente la lutte contre le travail des enfants. Notre économie repose sur l'agriculture. Nous devons donc faire en sorte que les produits issus de cette agriculture, notamment le café et le cacao, ne soient jamais
le fruit du travail des enfants. C'est désormais la tolérance zéro pour tous ceux qui commettent des infractions liées à la traite des personnes et des enfants. Pour le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, ce procès est la preuve que le combat aborde un nouveau virage. Madame la Première Dame a pris toutes les initiatives et toutes les lois ont été adoptées. Donc maintenant, la justice et ses animateurs, c'est-à-dire les magistrats, ont tous les outils pour aujourd'hui faire de la répression. À cela ne tienne, la sensibilisation continuera, comme l'a préconisé Madame la Première Dame. Les personnes condamnées ont 20 jours pour faire appel de cette décision, un droit qu'entend exercer la défense. À l'Assemblée nationale, il a été présenté hier les grandes lignes de la programmation budgétaire pour les 3 prochaines années, de 2022 à 2024. Sur cette période, la politique budgétaire de l'État ivoirien sera axée sur la consolidation de la relance de l'activité économique selon les objectifs fixés par le PND. Le budget de l'État pour l'année 2022 enregistrerait ainsi une hausse de 15,1% par rapport à 2021 et s'établira à 9 670,4 milliards de francs CFA et atteindrait même un peu plus de 11 000 milliards de francs CFA en 2024. Des perspectives économiques énoncées par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, suivant ce compte-rendu de Moussa Konaté. Débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale. Face aux députés membres de la Commission des affaires économiques et financières, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État présente le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024. Pour les 3 prochaines années, les perspectives économiques et financières se présentent comme suit. L'activité économique afficherait un taux de croissance annuel moyen d'environ 7,7% sur la période 2022-2024 et l'inflation serait contenue à 1,6% en moyenne sur la période, en dessous du seuil de la norme communautaire de 3% maximum. Les finances publiques afficheraient de bonnes perspectives sur la période 2022-2024 et cette bonne tenue résulterait des efforts en matière d'amélioration du recouvrement des recettes fiscales avec un taux de pression fiscale qui évoluerait de 13% en 2022 à 13,6% du produit intérieur brut en 2024, ainsi que les efforts de consolidation budgétaire avec un niveau de déficit budgétaire qui passerait de 4,7% en 2022 à 3% en 2024, respectant ainsi la norme communautaire. Le niveau d'endettement devrait rester soutenable et en cohérence avec la stratégie de gestion de la dette à moyen terme, avec un taux d'endettement en baisse sur la période, passant donc de 49,7% en 2022 à 44% en 2024, toujours en dessous du seuil communautaire de 70%. S'agissant des dépenses de l'État sur la période 2022-2024, elles s'articulent autour des priorités du gouvernement en matière d'éducation, de santé, de logement et d'équipement collectif. Les dépenses du budget de l'État programmées sur la période 2022-2024 sont en cohérence avec les objectifs visés dans le Plan national de développement 2021-2025. Ainsi, au titre de l'éducation, les efforts de l'État s'inscriveront dans la vision du gouvernement d'accroître l'accès des populations, notamment les plus vulnérables, à une éducation de qualité. À cet effet, les crédits alloués à ce secteur devraient passer de 1 541 milliards en 2022 à 1 750 milliards en 2024. Au titre de la santé, les actions de l'État viseront l'amélioration continue de l'offre et de la qualité des services de santé, le renforcement de la lutte contre la maladie et la consolidation de la santé maternelle et infanto-juvénile. Ainsi, les crédits alloués évolueraient de 418 milliards en 2022 à 441 milliards en 2024. Au titre des logements et équipements collectifs, les interventions de l'État se poursuivront dans le domaine des logements sociaux, des transports, de l'approvisionnement en eau potable et du développement des infrastructures énergétiques. À ce titre, les allocations budgétaires atteindraient 1 253 milliards en 2024 contre 994 milliards en 2022. Selon le ministre Moussa Sanogo, le projet de budget de l'État pour l'année 2022 pourrait enregistrer une hausse de 15,1% par rapport au budget 2021 pour s'établir à 9 670,4 milliards de francs CFA. Ce niveau devrait continuer de s'accroître pour atteindre 11 473,4 milliards de francs CFA en 2024.
Et pour la croissance économique de notre pays, le ministre du Commerce et de l'Industrie fait du lobbying auprès des potentiels investisseurs. Il a exposé au cours d'un webinaire sur le Doing Business de notre pays les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Une rencontre virtuelle à laquelle participent les hommes d'affaires des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Le point avec Cheick Koné. Malgré la crise sanitaire qui secoue le monde depuis 2019, la Côte d'Ivoire, bien que touchée, garde de solides fondamentaux au niveau de son économie. Les taux d'inflation et les taux de croissance du PIB réel sont tous deux en dessous de 2% en 2020. Cette stabilité du cadre macroéconomique a été présentée aux investisseurs de l'Organisation de la coopération islamique OCI au cours de ce webinaire par le ministre Souleymane Diarra Soba. Des mesures incitatives ont été adoptées et mises en œuvre pour faciliter l'accès à la matière première à des prix attractifs et promouvoir la transformation des produits agricoles, notamment le cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur et exportateur mondial avec plus de 2 millions de tonnes. Le secteur industriel, faut-il le souligner, contribue à plus de 22% du PIB et emploie 13% de la population active. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire regorge des ressources naturelles minières importantes, d'infrastructures modernes ainsi que de main-d'œuvre qualifiée et abondante. Le secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire est en plein essor et celui des services contribue à 43% du PIB et emploie 47% de la population active. Dans le dernier classement du Doing Business, la Côte d'Ivoire a occupé la 110e place avec 60,7 points, gagnant ainsi 12 places par rapport à 2019, dans lequel elle pointait à la 122e place. En présentant ses atouts à l'OCI, l'organisation composée de 50 États membres, le pays envisage diversifier son parc d'investisseurs afin d'accroître ses investissements directs étrangers. La promotion du savoir-faire ivoirien sur les marchés économiques internationaux. Avec le soutien des autorités ivoiriennes, 4 start-up ivoiriennes participent à un programme d'incubation panafricain en Algérie. Un programme axé sur les initiatives technologiques. On en sait davantage avec Laure Goretti et Patricia Oumouetia. Ils sont 4 promoteurs de start-up. Ils vont représenter la Côte d'Ivoire au programme d'incubation Africa by IncubMe en Algérie. Un programme panafricain dédié aux nouvelles technologies qui réunit des start-up africaines d'excellence issues du continent africain. Sur 1200 projets, 22 ont été sélectionnés. Je pars en fait pour le compte de Soutra Market. Soutra Market, c'est une place de marché agricole B2B pour aider les coopératives à écouler leurs produits à des prix raisonnables et éviter les pertes post-récolte. Le voyage en Algérie nous permettra d'être formés, ensuite de cocher quelques contrats en vue de pouvoir implanter notre solution en Algérie et aussi dans d'autres pays africains. Le programme est pris en charge totalement par le gouvernement algérien et va durer 6 mois. Le ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et la transformation du secteur informel, Félix Anoblé, donne un coup de pouce à ces jeunes pour la réalisation de leurs objectifs. Sincèrement, nous sommes très heureux de pouvoir recevoir ce soutien de notre ministère de tutelle et par derrière de l'ensemble du gouvernement, puisque nous partons à l'étranger et nous représentons la Côte d'Ivoire en tant qu'ambassadeur. Et ce soutien-là est vraiment très boostant pour nous. Ce sont des PME, des micro-entreprises pour certains, des PME pour d'autres, qui ont des idées très évoluer, comme la start-up Lifiled, qui a une technologie qui permet d'avoir donc à travers une ampoule le Wi-Fi. Ce sont des solutions très innovantes qui, pour la plupart, sont développées ou n'existent nulle part ailleurs. Et il était important pour le gouvernement ivoirien qui veut fabriquer des champions nationaux, de les recevoir, de les écouter et de mettre une politique pour les accompagner afin de leur permettre de réussir les projets qu'ils ont. L'objectif de ce programme est de répondre aux solutions techniques recherchées par le marché algérien. Le but est de faire de ce pays un carrefour africain de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Voyons à présent les chiffres sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays.
Le dernier bilan sanitaire présente 63 nouveaux cas de Covid-19, 18 personnes guéries. La Côte d'Ivoire, à cette date, compte au moins 48 305 cas confirmés, dont 47 834 personnes guéries, 313 personnes décédées. Il reste encore 158 cas actifs. Pour ce qui est de la campagne vaccinale, au moins 757 113 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur toute l'étendue du territoire ivoirien. La circulation des armes légères et de petit calibre, nous en parlons à présent. Les parlementaires de la Commission nationale se sont invités au débat. L'objectif, c'est de sensibiliser et renforcer les capacités des députés sur ce fléau et réformer également les instruments juridiques sur les armes. Le commentaire de Jean-Marc Djadji. 41 députés de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale instruit sur les vecteurs de prolifération des armes légères et de petit calibre. L'on enregistre 4 armes à feu pour 100 habitants en Côte d'Ivoire, selon la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petit calibre et l'ONG Kogenta. L'heure est de renforcer les textes juridiques sur les armes. Nous, en notre qualité de représentants du peuple, être instruits sur cette question pour regarder, prendre des dispositions en matière de lutte contre le terrorisme. Ces armes légères et de petit calibre constituent les instruments de la mort dont se servent aujourd'hui les terroristes. Et il est important d'arriver à leur contrôle. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été financés par l'Union européenne dans la gestion des stocks d'armes dans le pays. Le ministère de tutelle, quant à lui, mobilise la nouvelle législature autour de la question des armes légères. Pour lutter efficacement contre un phénomène, contre les armes légères, il faut des adaptations législatives. Donc on a besoin d'eux en tant que législateurs. Et on a besoin d'eux aussi, je pense, parce qu'ils sont des élus proches des populations. Outiller un parlementaire, comme je l'ai dit, c'est outiller le peuple. Mais c'est aussi permettre au peuple de comprendre ce que le gouvernement fait pour sa sécurité. Ce programme de renforcement des capacités des députés s'insère dans le cadre de la prévention de la violence armée en Côte d'Ivoire. Et cette lutte sera menée efficacement avec des agents de sécurité bien formés. C'est ainsi qu'à l'école de police d'Abidjan, 3 nouvelles infrastructures ont été inaugurées dans le cadre du projet Cocotype, financé par la République fédérale d'Allemagne. L'école de police a ainsi en son sein une piscine neuve, une salle de formation équipée et moderne, ainsi qu'un réfectoire totalement réhabilité. Michel Digré était à la remise de ces infrastructures, suivant son rapport. Prêt, go! L'attraction à l'école de police d'Abidjan ce mercredi, c'est la toute nouvelle piscine de 25 mètres de long sur 15 mètres de large. Dotée de 3 tribunes et de 2 vestiaires, cette infrastructure sportive voit le jour après 7 mois de travaux. Autre centre d'intérêt, c'est le réfectoire agrandi qui fait désormais 272 mètres carrés avec ses 80 tables métalliques de 10 places chacune. Nous avons engagé sous votre leadership et avec votre bénédiction d'importants travaux de transformation de l'environnement de la formation, allant du cadre de la formation au cadre de vie des élèves. Sur le plan académique, une salle de formation équipée de 10 ordinateurs a été réhabilitée par l'Organisation internationale pour la migration et ce dans le cadre d'un projet financé par le gouvernement allemand. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, je tiens à réaffirmer l'engagement de l'OIM à apporter tout son support technique et logistique au gouvernement de la Côte d'Ivoire à travers votre ministère. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité donne les enjeux de la réalisation de ces ouvrages. La piscine et la natation surtout fait appel à tous les muscles. Elle évacue le stress et la natation décompresse. C'est donc un véritable sanctuaire de bien-être pour tous les policiers. L'agrandissement du réfectoire avec le respect des normes standards d'hygiène permettra aussi aux élèves de prendre leur repas dans un environnement plus sain. Comment notre pays pourrait lutter efficacement contre la criminalité transnationale organisée si les policiers eux-mêmes ne se familiarisent pas à ces problématiques?
À travers ces formations, nos policiers auront les clés pour la compréhension du phénomène de la migration et des activités criminelles qui y sont liées. La finalisation de ces 3 ouvrages s'inscrit dans le cadre de la redynamisation et de la modernisation de la formation des policiers engagée par le premier responsable de la sécurité ivoirienne. Dans la commune d'Adjamé, la fluidité routière reste l'un des plus gros défis à relever. Les difficultés à accéder à certains lieux de la commune ont été citées au cours d'une réunion regroupant l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, les responsables communaux et les acteurs majeurs, les transporteurs. Eugène Atoubé revient de cette réunion. Voici son rapport. À toutes les étapes de la tournée du directeur général de la MUGA, Autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, le même appel aux acteurs des transports publics. Agir pour une mobilité durable pour tous, selon la vision de la MUGA, mais d'une commune à une autre, les réalités sont différentes. Les problèmes des acteurs de transport aussi. On a un véritable problème au niveau de l'embouteillage qui nous passe devant l'immeuble Mirador de la Sécojo aujourd'hui. La mairie a décidé de nous couper carrément l'accès à ce boulevard Nanga-Brogoua. Ça a asphyxié économiquement notre activité au niveau d'Adjamé. On nous oblige tous nos véhicules, des milliers de véhicules à descendre obligatoirement sur Renault et le contour n'est pas protégé. Il n'y a pas un sens giratoire planifié à cet effet. Donc ça crée un bouchon incommensurable. La plupart de nos conducteurs ont été mailles à partir avec les protecteurs de véhicules ont été limogés. Alors nous avons posé ce problème et l'AMUGA nous a fait la promesse de régler ce problème. Ce que nous pourrons envisager avec l'État, c'est de pouvoir trouver des espaces où on peut dédommager des personnes, je vais dire les propriétaires des maisons, des terrains, pour qu'on puisse faire quelques lieux de stationnement des véhicules. Et nous voulons moderniser un peu notre ville. Les acteurs des transports de la commune d'Adjamé ont montré leur disposition à adhérer à la vision de l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan. Le directeur général de la MUGA les engage à faire route ensemble et rappelle tout l'intérêt et l'enjeu que révèle le projet de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. L'objectif, c'est d'avoir un système de transport multimodal où les moyens de transport sont complémentaires, chacun joue un rôle précis. Vous allez voir que quand vous quittez sur vous, vous allez prendre un bot qui vous envoie sur les grands axes et des grands axes, on vous convoie, n'est-ce pas, vers le lieu où vous allez. Mais tout ça dans un système organisé, complémentaire et sécurisant aussi, et confortable et moins cher. La MUGA, autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, est chargée d'assurer l'organisation et la coordination des différents modes de transport urbain dans le périmètre composant le Grand Abidjan. Elle œuvre pour l'amélioration des conditions d'exploitation des services de transport en commun. Cette autre préoccupation de notre société, améliorer la condition des femmes en Côte d'Ivoire, une vision à laquelle veut contribuer le groupe de recherche dénommé Espace Territoire Société Santé de l'ONS. Le groupe a animé des échanges sur l'autonomisation des femmes et la promotion du genre dans notre pays et en Afrique subsaharienne. Jean-Marc Djadji. Proposer un champ d'action stratégique pour réduire les inégalités liées au genre. C'est l'objectif des réflexions initiées par les chercheurs de l'École normale supérieure d'Abidjan, ENS. Après une année de travaux scientifiques, ces experts proposent des actions basées sur 4 axes. Améliorer le niveau d'instruction des femmes, faciliter leur accès aux soins, réduire la participation des femmes à la migration clandestine et renforcer la sensibilisation pour la promotion du genre. La première recommandation qui me paraît importante, c'est d'abord nous obliger à scolariser toutes les femmes, effectivement. Parce que vous voyez, quand on a aujourd'hui 27% d'enfants en Côte d'Ivoire, et parmi lesquels il y a 70% qui sont des filles qui n'ont jamais mis les pieds à l'école, on ne peut pas encore parler de scolarisation totale. Je note déjà qu'il y a quelques avancées au niveau de la Côte d'Ivoire en essayant de promouvoir l'implication des femmes dans tous les secteurs d'activité et même politique au niveau des représentations. Mais il y a beaucoup à faire. Donc c'est
de développer un certain nombre de choses, c'était le renforcement de capacités et encourager les femmes à faire des facilitations aux femmes. Comme tout à l'heure on l'a annoncé, il y a des fonds qui sont mis en place. Les ministères publics et les ONG de lutte contre la pauvreté ont réitéré leur volonté de poursuivre leur programme d'autonomisation des femmes. Près de 200 spécialistes du genre, issus d'instituts de recherche, ont participé à ce colloque. La promotion du genre et l'inclusion sociale, l'USAID renforce les capacités des membres de la cellule genre du ministère de l'Hydraulique, une formation dans le cadre du projet Muniwash, une initiative pour soutenir le gouvernement ivoirien à répondre aux besoins des populations mal desservies en eau potable et en services d'assainissement et d'hygiène. Jean-Marc Djadji nous en dit davantage. L'accès à l'eau potable, un problème de société en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire et au Bénin. Financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, le projet Eau, assainissement et hygiène dans les municipalités Muniwash vise à accompagner les administrations publiques, les départements et agences nationales dans leur rôle d'approvisionner en eau les couches défavorisées. D'où la tenue de cet atelier de formation de la cellule genre du ministère de l'Hydraulique. Nos attentes réelles au niveau de cette formation, c'est de bénéficier de tout ce qui nous sera donné comme outils dans le domaine du genre afin de pouvoir mieux l'intégrer dans nos activités au niveau du ministère de l'Hydraulique. Sachant que ce sont les femmes qui sont donc au cœur de cette action-là. Donc il était important pour nous de joindre l'action des femmes à l'action de la recherche de l'eau. Nous allons soutenir les municipalités à provisionner les services d'eau et d'autres mesures sanitaires pour aider les populations les plus vulnérables de Côte d'Ivoire. Tout en se félicitant de cet atelier de formation, le ministre de l'Hydraulique traduit son engagement à soutenir l'USAID. La formation de Muniwash doit permettre aux femmes d'être suffisamment outillées pour prendre le lead dans le domaine de la gestion de l'eau. Nous envisageons apporter des réformes au niveau du secteur rural où la pénibilité est très forte parce que nous utilisons la motricité humaine pour avoir de l'eau. Pour une durée de 5 ans, 16 communes des pays dont le Bénin et la Côte d'Ivoire sont concernées par la mise en œuvre du projet Muniwash. L'eau, source de vie pour les populations, est sur le littoral un problème d'ordre environnemental. La dégradation du littoral inquiète les populations qui attendent une solution du gouvernement. Cette dégradation, vous allez le voir, est marquée par une grosse érosion des plages, des habitations et aussi de la végétation. On regarde. Une nuit, on a dormi chez l'une de nos tantes. Au matin, au réveil, il n'y avait plus la maison. Il n'y avait plus la place de jeu, il n'y avait plus la cuisine. La mer avait tout déraciné. Vraiment, il faudra que l'État vienne en aide aux populations d'Aswendé. Ces maisons, construites dans les années coloniales à 500 mètres de la côte, ont subi la colère de la mer du fait de l'érosion et celles en construction ont dû être évacuées à cause du risque d'affaissement. La mer, en moins d'un demi-siècle, a progressé de plusieurs mètres. Des plages qui reculent, la mer qui monte, des tempêtes qui sont de plus en plus fréquentes. Enfin, c'est la construction que mon père voulait construire et ça n'a pas duré. La mer est avancée à un certain moment et on a vu que ça a tout détruit. Souvent comme les sacs le matin, la mer vient et ça va dans tout et il va vers tous les sacs et on reprend le même jour et ça revient encore. Un désastre en regardant le décor qui laisse l'action de la mer sur les habitants. Face à l'avancée, les populations reculent et la mer gagne du terrain. Selon ce chef du village, la mer a considérablement avancé en très peu de temps sur cette plage qui était à l'époque un vaste champ de cocotiers. Avant, le village était à plus de 500 mètres de la mer. Chaque année, nous assistons à l'avancée spectaculaire de la mer. Parce qu'il ne faudrait pas attendre que le pire n'arrive pour pouvoir venir à notre secours. Nous sommes vraiment menacés par l'avancée de la mer. Regardez même juste derrière moi, on a cette école que le village a bâtie pour les enfants, pour les salles d'études. Quand la mer vraiment est avancée, elle traverse même devant la salle jusqu'à la lagune. Ces villages historiques sont menacés par l'action de la mer sur les habitants.
Les effets néfastes du changement climatique sont intensement vécus par les populations d'Ebotiam, Mandjin, Babianae et Aswende. Une situation bien connue par les premiers responsables des eaux et forêts. Des villages situés dans la zone sont confrontés à des problèmes avec la mer. Et fort de cela, le ministre nous a instruit de faire une visite dans la zone. Le ministère saisi par le maire d'Assini est à pied d'œuvre afin que solution soit trouvée. Nous avons vu l'ampleur des problèmes que vivent les parents d'Assini. Nous avons la nécessité de protéger la forêt classée, mais on ne peut pas protéger la forêt classée et laisser mourir les gens. Donc nous pensons qu'une partie de la forêt classée d'Nganda soit mise à la disposition de ces populations pour une question de vie. Au total, des centaines de constructions, restaurants et leurres, ces digues de sable jetées sur la plage servent de modestes remparts contre les flots. Si rien n'est fait, dans les prochaines années, l'érosion aura tout englouti par ici et le front de la mer sous les eaux. Voilà le cri de cœur des populations vivant sur le littoral. Un cri de cœur apporté par Astou Touré d'Agnogo. L'actualité hors de nos frontières au Burkina Faso, le président Kaboré a effectué hier un remaniement ministériel. Les ministres de la Défense et de la Sécurité ont été limogés. Le président Kaboré conserve lui-même le portefeuille de la Défense et des anciens combattants dans la nouvelle équipe gouvernementale où il a nommé à ses côtés le colonel-major Barthélémy Sampouré comme ministre délégué chargé de la Défense et des anciens combattants. Roch Marc Christian Kaboré a dit vouloir donner un nouveau souffle à l'engagement de son gouvernement face aux défis majeurs du Burkina Faso. Ce remaniement fait suite aux manifestations de colère de milliers de Burkinabés la semaine dernière. Des manifestations pour dénoncer la montée des violences djihadistes dans le pays. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est en replay sur rti.info. Je vous souhaite un excellent après-midi et aussi un très bon mois de juillet.